Bonjour à tous, nous sommes ravis aujourd'hui d'organiser cette table ronde au nom de la French PropTech. Et nous accueillons pour cette table ronde en présentiel Fabrice Berthereau, directeur général adjoint de la Samoa. Bonjour. Et nous avons également en virtuel Inde Emad, qui est la vice-présidente déléguée au développement économique et numérique de Montpellier Méditerranée Métropole, ainsi que Vincent Malfer, directeur général du groupe CERL. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous accueillir sur cette table ronde. Nous allons aujourd'hui discuter d'un sujet qui est important de mon point de vue. Alors, je ne me suis pas présentée, pardon. Je suis Christine Guinebretière, la présidente de Upcyclea, qui est un logiciel qui permet de développer et d'exploiter les bâtiments comme des banques de matériaux. Alors, le sujet de cette table ronde de la French PropTech. Je peux continuer malgré le bruit? On est super. Donc le sujet de cette table ronde aujourd'hui organisée par la French PropTech, durable, responsable, résiliente et inclusive, la ville de demain au cœur des problématiques aujourd'hui. Pour cela, je propose de passer la parole à l'ensemble de nos intervenants, sachant que le sujet du jour est très simple. Nous faisons face à un défi climatique dont nous connaissons les causes, majoritairement liées au grand dérèglement des écosystèmes naturels, le sol, les océans, les nappes phréatiques, et toute cette pollution qui nous émet tout ce CO2. Et en même temps, nous devons faire face à l'obligation d'avoir de plus en plus de logements, car nous avons une population croissante. Alors pour répondre à ces grands défis, nous allons demander à chacun de nos intervenants de se présenter et en même temps de présenter sa ville idéale selon sa situation géographique. Est-ce que Fabrice, tu veux démarrer ? Merci Christine. Bonjour, donc Fabrice Berthereau, directeur général adjoint à la Samoa. La Samoa est une société publique locale qui a deux métiers. Un premier métier de transformer le territoire de l'île de Nantes, qui est un territoire de 315 hectares à l'échelle de la métropole nantaise, qui a abrité jusqu'à la fin des années 80 en fait le cœur de l'industrie et notamment des chantiers navals sur la métropole nantaise. Et depuis 1990 et plus particulièrement depuis 2003, nous développons en fait la transformation de ce nouveau territoire à l'échelle de Nantes, qui accueille bien évidemment des fonctions métropolitaines, donc des fonctions avec de l'enseignement supérieur et de la recherche, la place de la culture, la place de l'économie et bien évidemment très fortement la place des citoyens et des enjeux de développement durable qui sont au quotidien en fait chevillés au corps des actions de la Samoa. Et du coup, la ville idéale, selon cette situation géographique, on rappelle, proche de Nantes. Compliqué de dire qu'il y a une ville idéale, surtout quand on discute dans le cadre de la French PropTech avec nos collègues de Lyon, de Montpellier et également d'ailleurs. Je suis pas certain qu'il y ait une ville idéale. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a des territoires les uns et les autres qui sont différents de par leur topographie, de par leur démographie, et également de par leur histoire industrielle ou économique, et que tout ça, ça nous donne en fait des terrains de jeu qui sont tous agréables et tous différents. Alors à la fois, ça nous permet de travailler sur des thématiques communes et de partager des questionnements sur la transition écologique, sur la manière de faire la ville, la manière d'appréhender les grandes transitions, qu'elles soient sociales, économiques ou culturelles ou même environnementales. Et puis après, en fonction de nos propres territoires, il est vrai qu'on appréhende les problèmes et les questionnements ou les grands défis de manière différente. Le territoire nantais, avec sa proximité de l'océan Atlantique, a un climat qui est différent du territoire de la métropole lyonnaise. Et malgré tout, on doit relever des défis, mais avec nos propres caractéristiques. Donc pour moi, il n'y a pas un territoire idéal. Il y a des formes de villes, il y a des formes de territoires. Ils sont tous agréables à vivre. Et l'enjeu pour nous, c'est tout simplement de savoir construire la ville de demain, de savoir accompagner les mutations et de savoir transmettre aux futures générations des territoires qui sont des territoires où il fait bon vivre. Merci beaucoup. Et vous, Vincent, vous présentez en même temps, partagez votre vision de la ville idéale de demain. Bien, bonjour à tous et excusez-moi de ne pas avoir pu me déplacer à Paris ce matin. Je suis directeur général du groupe CERL, qui est la société d'économie mixte, donc qui fait de l'aménagement et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la construction de bâtiments publics
donc à l'échelle de la métropole de Lyon, mais aussi sur certains sujets à l'échelle régionale. Nous avons 3 métiers, celui d'aménageur, celui qui nous réunit ce matin, celui de constructeur, donc de bâtiments publics, et puis donc dans le domaine de l'enseignement, et donc lycée, collège, école publique, école primaire, pardon, et dans le domaine médico-social et de l'hospitalier. Et puis le troisième métier, c'est celui d'investir en fonds propres pour porter de l'immobilier, principalement économique, donc à l'échelle de la métropole de Lyon. Donc j'ai beaucoup aimé la réponse de mon collègue. Effectivement, je suis pas sûr qu'il y ait de ville idéale. Ce qui est certain, c'est que, la première raison, c'est qu'on y cherche tous des choses différentes, notamment en fonction de l'âge de notre vie professionnelle, personnelle, et que donc ce qui est notre rôle et le rôle des élus, c'est bien de créer les conditions pour que chacun puisse trouver dans sa ville les conditions de sa vie idéale, avec des grands déterminants qui s'imposent à nous. Vous l'avez dit, le réchauffement climatique, le dérèglement climatique est un déterminant évidemment à prendre en compte dans ces réflexions. Nous, ce qu'on entend de la part des spécialistes, c'est que le climat lyonnais sera dans quelques années, dans quelques décennies, le climat de Madrid. Donc on ne construit pas la ville madrilène comme on construit la ville lyonnaise. En tout cas, historiquement, il suffit de se promener un peu en Europe pour voir que les formes urbaines sont extrêmement différentes d'un pays à l'autre, et que c'est à la fois lié à des grands déterminants géographiques, climatiques, mais aussi à l'insertion de ces villes-là dans leur environnement. On ne construisait pas pareil à Nantes ou à Montpellier ou à Lyon. Et c'est des choses qu'on perd un peu, d'ailleurs, sous l'effet de normalisation excessive, mais qui se justifie par d'autres facteurs que les formes urbaines. Mais voilà, donc je pense que la ville idéale, c'est une ville qui est capable de répondre à toute une série de besoins qui sont extrêmement différents en fonction des individus, et on a tous notre histoire, nos atouts et nos défis pour répondre plus ou moins bien à ces demandes. Alors merci beaucoup Vincent. Justement, on va focaliser un peu plus sur votre métier et en particulier sur l'aménagement de demain. Qu'est-ce que vous, à la Samoa, vous mettez en place ? Tout d'abord, la première démarche qu'on met en place à la Samoa, c'est une démarche de questionnement et d'interrogation en fait sur les grands défis et réellement sur les enjeux en fait de ce qu'on a à travailler, et essayer, si possible, d'appréhender ces grands défis et ces grands enjeux. Donc le premier élément qu'on a mis en place depuis plusieurs années, c'est la logique de la co-construction et de la concertation citoyenne, sur lequel en fait on va en fait à la fois partager, s'inspirer, questionner les grandes tendances auprès des citoyens, et s'assurer en fait que l'aménagement tel qu'on peut le voir, alors je vais dire entre pairs et entre experts, répond bien à ces attentes. Et puis on va essayer d'éclairer aussi les avis et les orientations des citoyens dans la co-construction, tout simplement avec notre vision d'experts de l'aménagement ou d'experts des transitions. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, on a engagé à la Samoa depuis une dizaine d'années une mutation de notre métier, et on est à la fois un aménageur et un développeur économique. Donc on propose quelque part une chaîne de valeur complète depuis une réflexion avec une vision, on va dire, à moyen et long terme dans la construction du territoire. Quand on se projette en fait sur le territoire de l'île de Nantes, on commence à travailler sur des opérations qui, dans le meilleur des courts termes, arriveront en 2025-2026. Et puis on se projette encore au-delà. La concession d'aménagement nous amène à 2037, et puis au-delà, on sait qu'il y aura encore des besoins d'aménagement et de transformation sur le territoire. Et paradoxalement, pour pouvoir accompagner les mutations, pour pouvoir répondre aux défis, on a besoin aussi d'avoir une vision plus court-termiste. C'est pas dans 15 ans ou dans 20 ans qu'on doit régler les problèmes, c'est à partir d'aujourd'hui qu'on doit s'atteler en fait tout simplement à apporter des premières briques de solutions et à donner ce mouvement. Donc on est aussi un développeur économique, et un développeur économique qui est là pour accompagner en fait l'émergence de l'innovation, l'émergence d'un certain nombre d'acteurs, et on accompagne à l'échelle de la Samoa les filières des industries culturelles et créatives. Donc un spectre très
très vaste et très large, depuis le spectacle vivant, avec l'émergence de la culture, le rôle des artistes, mais également jusqu'au monde du design et du numérique. Et là, on est véritablement en fait sur les nouvelles formes de l'innovation et de la créativité. Et un des véritables enjeux qu'on a à l'échelle des aménageurs, c'est que cette co-construction, qu'elle se fasse avec les citoyens, doit également se faire avec les acteurs de l'économie et de l'aménagement pour pouvoir tout simplement faire bouger très rapidement les premiers éléments pour que nos territoires commencent à faire l'alliance de la créativité, de l'innovation et de l'aménagement, et pour rendre quelque part fertiles en fait les premières idées, et qu'on commence à voir les premiers résultats aussi sur la transition écologique et les transitions durables. Merci beaucoup. Et Vincent, de votre côté ? Ouais, moi, ce que je voudrais dire sur cette question-là, c'est que l'aménageur, il est d'abord là pour répondre à des formes d'injonction, ou à des formes de commandes, et que du coup notre métier a beaucoup évolué. Dans les années 50 et 60, par exemple, il fallait construire vite et beaucoup, puisqu'il fallait, on était face à une explosion démographique, et donc c'était ça le défi, et ce qui a conduit notamment aux grands ensembles qu'on cherche à transformer aujourd'hui. Mais donc on voit bien que la nature de la commande change énormément la nature de ce que l'on peut construire, et qu'aujourd'hui le nombre de ces injonctions, finalement, il a plutôt augmenté. On parlait du défi climatique, mais on pourrait parler aussi de l'acceptabilité sociale, de la question du lien social, de l'économie, qui a mentionné mon collègue, du culturel, également le fait qu'il faut arriver dans un certain nombre de nos métropoles à maîtriser les prix de sortie pour continuer à loger tout le monde. Donc on est face à une multitude d'injonctions, en tout cas de défis. Et les cas dans lesquels ces défis s'expriment sont multiples. C'est à la fois des commandes politiques, qui sont variables. Il y a aussi des contraintes réglementaires, on y reviendra potentiellement. Et puis il y a aussi la capacité de la société à accepter telle ou telle solution que l'on peut promouvoir, à dire d'experts, si on peut dire, à dire technique. Et là, ça rejoint la question de la coproduction et de l'acceptabilité que mentionnait le collègue de Nantes. Et donc, il s'agit aujourd'hui pour nous, aménageurs, moins d'être en capacité de définir un plan de composition et tirer des réseaux et mettre sur le marché du foncier que d'agréger autour de nous un certain nombre de compétences multiples, d'orchestrer un certain nombre de compétences pour adresser tous ces sujets. Le profil des aménageurs aujourd'hui, tels qu'ils sont dans nos équipes, n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'ils étaient il y a 15 ou 20 ans, c'est évident, et je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'ils seront dans 15 ou 20 ans non plus. On a, nous, pour anticiper ces mutations, aussi comme à la Samoa, beaucoup de questionnements, donc plus ou moins organisés. Donc les sujets sur la ville, en fait, sont infinis. Le premier défi qu'a l'aménageur, c'est de savoir auxquels il veut répondre. Donc comment il s'organise pour répondre à la demande, quelle est la vraie demande, quelle est la vraie commande, si on parle de la commande politique. Et donc pour notre part, on a cherché à structurer une démarche innovation autour de quatre axes, pour pas nous éparpiller, à la fois pour bien donner à voir ce que l'on faisait, et puis mieux cibler nos axes d'effort et de réflexion et de mobilisation aussi de partenaires. Donc ces axes, c'est la santé, c'est l'urbanisme et la santé, c'est la problématique des matériaux biosourcés, le réemploi, c'est un sujet qui vous parle, la ville fabricante aussi, comment on fait pour maintenir de l'activité en ville, quel type d'activité, dans quel type d'actifs. Et puis le dernier sujet, c'était celui de la coproduction avec les parties prenantes, et celui de l'activation également des projets avec les occupations temporaires. Donc on aurait pu choisir plein d'autres sujets, l'agriculture urbaine, le numérique, même si on l'adresse par un partenariat spécifique avec l'association que vous représentez, la French PropTech. C'est en soi un sujet. Et donc l'aménageur, le message que je veux faire passer, c'est qu'il est au centre de beaucoup de problématiques, et que son métier, c'est précisément d'identifier celles les plus pertinentes et les plus structurantes pour son métier en fonction des contextes dans lesquels il intervient. Pour moi, on n'apporte pas les mêmes réponses à Nantes ou à Lyon, déjà. En tout cas, dans des contextes
forcément différents. Et puis, on n'apporte pas les mêmes réponses si l'on est dans le 7e arrondissement de Lyon ou à Vaux-en-Velin ou à Rieux-la-Pape, quoi, dans des quartiers de renouvellement urbain. Donc, c'est aussi cette intelligence de territoire que les uns et les autres, on essaie d'amener, sur lesquels on partage aussi régulièrement entre nous. Merci beaucoup Vincent, avec en plus des précisions claires. Est-ce que éventuellement Fabrice, vous voulez nous donner quelques exemples complémentaires de ce que vous mettez déjà en place aujourd'hui? Je suis plus en train de parler de démarches, mais de points précis, d'exemples. Comme on l'a évoqué, alors chacun avec les problématiques, en fait, on se rejoint. À la fois, on a nos propres caractéristiques, mais on voit bien qu'on a un tronc commun de défis à relever et que les aménageurs appréhendent en fait l'innovation sous ses différentes formes. Alors, on a la chance, et je rejoins parfaitement les mots de mon collègue, les aménageurs sont des chefs d'orchestre avec un métier qui est en pleine mutation. On n'a pas le même métier qu'il y a une vingtaine d'années et force est de constater qu'on n'aura pas le même métier dans une dizaine d'années pour accompagner l'ensemble des transitions. Le deuxième élément qui est formidable pour nous, c'est que la ville est un terrain de jeu et un laboratoire in situ, in vivo, qui nous permet en fait d'appréhender énormément de thématiques et de sujets. La question de l'habitat, la question de la santé, les questions de la mobilité, l'économie, le rapport au travail, le rapport à la culture, le rapport à la ville de tous les âges, le rapport au temps et le rapport à l'autre. Donc tout ça, il faut qu'on le rende tangible. Et à l'échelle de la Samoa, depuis maintenant quelques années, on développe avec la démarche du Nantes City Lab une expérimentation in situ et in vivo. En gros, le terrain de jeu et le territoire de la métropole devient un laboratoire géant pour pouvoir tester, faire des preuves de concept et accompagner un certain nombre d'entreprises pour soit permettre à des jeunes entreprises, des startups, de créer une première preuve de concept pour tout simplement tester leurs produits. Alors on pourrait citer par exemple la démarche qu'on a eue avec la société Atmotrack sur la qualité de l'air. Atmotrack, c'est des capteurs qui ont été posés dans un premier temps sur quelques bâtiments dont la Samoa a été propriétaire. Ça a permis en fait de modéliser, de tester le capteur, d'en faire en fait un outil qui aujourd'hui est référencé. Ils viennent de signer un contrat avec Air Paris notamment pour équiper la ville de Paris d'un certain nombre de capteurs. Ils travaillent sur la question aussi des capteurs embarqués sur les véhicules avec La Poste pour pouvoir en fait modéliser aussi la qualité de l'air à l'échelle d'un territoire. Et cette start-up qui était portée à l'origine par deux étudiants issus de l'université de Nantes et de l'école de design, aujourd'hui c'est une société qui commence à se déployer au niveau national et à l'international et qui représente environ 25 salariés et qui nous permet d'avoir des capteurs agiles, on va dire, à l'échelle de la ville. Deuxième exemple qu'on pourrait prendre, c'est la société BIM. Alors BIM, c'est une société qui est hébergée chez French PropTech et on les connaît bien à la Samoa. Et il y a quelques années, là encore, deux étudiants sont venus pousser la porte de la Samoa en disant on a un projet, on voudrait installer en fait des capteurs qui soient des capteurs portatifs pour capter l'énergie solaire et sur lequel vous pouvez brancher votre panneau solaire directement sur une prise de votre logement et à partir d'un couplage avec le réseau électrique de la maison, vous allez alimenter votre frigidaire, votre télé ou votre machine à laver. Et bim, tout simplement, le projet se développe. French PropTech les a relayés. On a des investisseurs qui viennent de les relayer. Et ce petit projet qui était embryonnaire il y a quelques années, hier, ils ont fait une levée de fonds à 7 millions d'euros et l'aventure est partie. Et ça, en fait, c'est la force d'un territoire et c'est la force des aménageurs que de pouvoir, en fait, accompagner des petites structures à un moment pour faire des preuves de concept et rendre tangible tout de suite l'innovation. Et on pense et on croit fortement que sur tous nos territoires, on a énormément de jeunes acteurs qui peuvent nous apporter des innovations. Puis il y a un deuxième élément sur lequel il faut qu'on travaille très fortement, c'est que on a historiquement, en fait, à l'échelle du métier d'aménageur et des développeurs, une approche par les grandes industriels ou les grands opérateurs qui font les territoires, qui font la ville. Et il est important en fait qu'on joue un rôle aussi de connecteur et de catalyseur des énergies entre ces entreprises agiles qui sont
aujourd'hui émergentes sur le territoire et qui portent des formes de l'innovation, avec des entreprises qui sont un peu plus lourdes dans leur mode de fonctionnement et dans leur pratique. Et en gros, il faut qu'on fasse gagner en solidité les jeunes entreprises en les connectant aux grands opérateurs et qu'on donne de la souplesse et de l'agilité aux grands opérateurs pour pouvoir en fait développer et intégrer des briques d'innovation. Et tout le rôle en fait de la Samoa à l'échelle de l'île de Nantes, de la démarche du CityLab, mais aussi les partenariats avec French PropTech, avec la cantine numérique, avec ADN Booster, avec tous les acteurs qu'on a sur la place, c'est en fait de rendre fertile le territoire et puis si possible aussi de créer des liens avec les autres métropoles françaises pour que l'on puisse accueillir des initiatives qui viennent d'autres territoires pour amplifier les démarches qui peuvent être à Lyon, à Montpellier, à Lille ou ailleurs, et puis que nos entreprises nantaises puissent aussi aller tester in situ, in vivo sur les autres territoires, là encore pour s'adapter aux caractéristiques propres des territoires qui sont dans les autres métropoles. Et si Lyon ressemble à Madrid dans quelques années, Nantes ressemblera peut-être aussi à Barcelone, pourquoi pas, d'un point de vue climat, puisqu'on est là aussi sur un climat océanique. Est-ce que vous voulez nous ajouter quelques exemples précis d'innovation que vous testez actuellement pour la ville de demain, Vincent ? Notre démarche de lien avec les startups est beaucoup moins avancée qu'à Nantes, en tout cas au niveau de la Serre, moins avancée qu'à la Samoa. Mais pour autant, on essaie sur les quelques thématiques que nous avons, que j'ai évoquées tout à l'heure, de passer à l'opérationnel. Et c'est vraiment ça qui nous guide quand on fait l'innovation. C'est vraiment par les projets et pour les projets. Une innovation chez nous ne se conçoit pas hors sol. Enfin, c'est bien l'esprit dans lequel la Samoa aussi travaille. De ce que j'entends, c'est offrir des terrains d'expérimentation et qui bénéficient aussi à la qualité de ce que l'on produit. Alors dans cet esprit-là, on teste l'idée d'un schéma directeur de réemploi à l'échelle d'une ZAC. Donc ça pose plein de sujets, mais déjà savoir quels sont les matériaux qu'on aura à disposition, à quel moment et en quel état, je pense que c'est un premier pas. Donc on va essayer de transformer avec un certain nombre d'acteurs. On a également enclenché avec l'école d'architecture de Lyon une chaire sur l'habitat durable qui s'est traduit par une thèse sur une ferme urbaine qui sera accueillie sur un toit d'une de nos opérations. Donc là, c'est un projet très intéressant parce que il y a à la fois cette réflexion un peu théorique, l'accompagnement d'un exploitant dans son projet, et puis le lien fait à la ville, puisque les productions qui seraient réalisées dans cette ferme commencent à l'être dans le cadre d'une occupation temporaire, donc avant la construction du bâtiment, et avec des circuits de commercialisation qui sont aussi en train d'être mis en place en réutilisant un bâtiment qui n'a pas d'usage immédiat, donc qui peut être utilisé pour ça. Donc on voit bien là la complémentarité de ce qu'on peut apporter à la fois en finançant une chaire de recherche, en mettant à disposition des terrains et des bâtiments sur des objets qui sont à la fois, qui sont en recherche de concept, de preuve de concept. Et nous, on croit beaucoup à ce sujet de la ferme urbaine à partir du moment où il est pris assez tôt et que les surfaces prévues pour son exploitation lui permettent de vivre. Parce que c'est quand même ça, un des sujets. Puis une autre contribution assez notable qu'on peut avoir par rapport à cet écosystème finalement entrepreneurial, c'est les produits immobiliers d'entreprise que l'on peut mettre à disposition. Donc on est nous sur un concept de locaux d'activité à loyer modéré en ville. L'idée c'est de pouvoir continuer à accueillir des activités fabricantes dans le cœur urbain, parce que c'est là qu'est souvent le foisonnement et l'innovation. Donc tirer la partie de la dynamique urbaine. Et on a quelques belles histoires comme ça d'un entrepreneur qui fabrique des pianos pliables de son de haute qualité, parce que ce sont des solistes qui sont ses principaux clients et des écoles de musique, et donc qui a commencé dans un petit local en cœur de l'agglo et qu'on a réinstallé donc à un parcours immobilier intéressant sur un site pilote pour l'industrie du futur que l'on est en train de développer dans le cœur de l'agglo à Vénissieux. Donc c'est des réponses très très à la fois très concrètes mais qui doivent permettre de mettre le pied à l'étrier d'un certain nombre d'acteurs qui
qui sont pas en recherche d'idées, mais en tout cas qui sont en recherche de terrains d'expérimentation ou de locaux ou des choses très, je dirais à la fin très terre à terre, mais sur lesquelles on peut avoir une réelle plus-value vraiment pour le développement de ce projet, de la vie de l'écosystème dans son ensemble. Quand je vous entends, je vois qu'il y a une réelle volonté de mettre en place de l'innovation d'un côté, et de l'autre, il y a néanmoins des règles strictes à respecter, des cahiers des charges et des grands schémas directeurs qui peuvent changer, comme on le sait, régulièrement ou à date régulière. Alors moi j'avais une question, c'est finalement qu'est-ce qui serait pour vous les principaux points bloquants pour pouvoir développer à votre échelle plus d'innovation? Parce qu'une fois encore, le défi climatique est déjà là. Et pour y répondre, on va avoir besoin de bouger ce secteur de l'immobilier ou du BTP. Et ça passera sans doute que par vos cahiers des charges en tant que finalement donneurs d'ordre ou ceux qui déployaient les schémas directeurs sur les territoires. Donc j'imagine qu'il y a la volonté personnelle de ce que vous aimeriez faire. Et puis il y a de l'autre côté probablement des points bloquants et j'aimerais bien les entendre. Alors, à la fois on a la chance d'être dans un pays qui est très structuré d'un point de vue administratif et on a vu d'ailleurs dans la période qu'on vient de vivre l'importance des services publics, l'importance de l'administratif pour traverser cette crise sanitaire et sociale, voire économique que l'on vient de vivre et que l'on vit encore. Mais paradoxalement, on a également un frein administratif sur les volets réglementaires et autres. Et je pense que l'aménagement urbain, notamment sur les espaces publics et la promotion immobilière, sont vraisemblablement un des secteurs d'activité dans lequel il y a le plus de contraintes réglementaires. Alors, certes, elles sont nécessaires, bien évidemment, il faut les respecter. Néanmoins, il faut qu'on puisse aussi s'interroger parfois sur ce carcan administratif et réglementaire, sur son bien fondé et surtout, je pense, sur son impact sur la productivité et la capacité à réagir et à avoir de l'action dans la durée. Il y a quelques années, il y a eu une étude qui a été faite sur la durée pour construire un immeuble. Et il y avait une étude comparative entre différents territoires. Et là où la France mettait 4 à 5 années pour construire un bâtiment, le Japon mettait 2 ans et l'Allemagne mettait 36 mois. Donc on voit en fait que l'immobilier français est certes de très très bonne facture et de très très bonne qualité, mais est-il meilleur ou plus pertinent que ne l'est celui au Japon ou celui en Allemagne? J'avoue que moi je suis pas capable de juger, mais je vois simplement que sur du volet administratif on peut avoir une certaine lenteur. Ça c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément qui est lié à la logique de l'acceptation sociale et de l'échange avec les citoyens et toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, en fait, quand on fabrique une ville, on doit s'adapter à différentes typologies d'acteurs, que ce soit les citoyens résidents, que ce soit les travailleurs, que ce soit les touristes ou ceux qui vont venir, on va dire, consommer la ville, visiter la ville sur ses aspects culturels ou ses aspects gastronomiques. Et là, on doit bien veiller aux grands équilibres en fait de la société. Et la co-construction est à la fois un merveilleux outil pour pouvoir réfléchir ensemble. Et on part du principe que si on réfléchit à plusieurs, tout simplement, on aura une somme d'actions et de réflexions qui sera supérieure à si on réfléchit tout seul. Néanmoins, il faut réussir cette conjugaison parfaite et éternelle entre les aspirations des uns et des autres. Et c'est pas toujours simple dans la fabrique de la ville. Et de votre côté, Vincent ? Oui, je ferai juste un petit complément sur les aspects réglementaires parce que c'est effectivement quelque chose qui nous traverse, pour ne pas dire autre chose, tous. Non, c'est vrai que il y a quand même des choses qui questionnent quand on a l'objectif collectif qui, à mon sens, est le bon, de se dire à horizon 2050, on artificialise plus de terre dans notre pays. Ça paraît quand même, c'est un objectif, je pense que tout le monde partage, mais que dans le même temps, on voit la complexité des procédures à mener pour mener un projet de renouvellement urbain. Hein. Je vous parle pas d'artificialiser des champs de patates ou à la limite c'est presque plus simple. Un projet de renouvellement urbain, ça questionne quand même sur l'adéquation entre ces formes réglementaires et finalement les silos réglementaires auxquels on est soumis et notre capacité à
à apporter des réponses attendues finalement sur le fond, parce que c'est quand même ça le plus important. Bon, mais ça, c'est un chantier éternel. Ouais, ça, depuis que j'ai commencé à travailler, j'entends parler de cela. Et malgré tous les discours sur la simplification, je suis pas complètement certain qu'on en ait pris réellement le chemin. Mais bon, peu importe. Par rapport à la question des points bloquants, je pense qu'il y a un sujet extrêmement important dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est celui de la connaissance, enfin l'interconnaissance finalement de qui fait quoi, qui peut faire quoi, qui peut porter quoi, quels acteurs peuvent apporter quelles solutions. C'est vraiment dans cet esprit-là, nous, qu'on a bâti la convention avec French PropTech. Donc c'est à la fois que les acteurs de l'innovation dans l'immobilier, dans notre environnement plutôt, identifient bien ce que l'on est et ce que l'on peut faire, et qu'inversement, nos chefs de projet, ceux qui écrivent les cahiers des charges, vous le mentionnez tout à l'heure, identifient les quelques solutions qui peuvent être soit promues, soit imposées par le biais de nos cahiers des charges. Et donc, quand même, dans un monde où les initiatives foisonnent, je pense que c'est extrêmement important d'arriver à structurer ces moments d'échange et voilà, les cantines ou enfin peu importe les formes que cela prend. Les lieux d'échange sont extrêmement importants et c'est aussi ce qu'apportent les métropoles, enfin les villes et leurs écosystèmes. C'est précisément cette capacité à mettre en relation les acteurs. Et puis ça a été mentionné, parmi les grands écarts que l'on a traités, c'est celui de la gestion du temps, c'est-à-dire celui de la gestion du temps du projet, mais aussi la gestion dans la durée de ce que l'on produit. Donc on met à la fois du temps pour produire du projet, mais on produit aussi des projets pour plusieurs générations. Moi, j'ai l'habitude de dire que ce que l'on produit, nos enfants et nos petits-enfants peut-être y vivront. Donc c'est quand même voir leurs enfants. Donc c'est quand même extrêmement structurant pour le territoire. Donc ça implique une forme de responsabilité. En même temps, c'est ce qui fait tout l'intérêt, le caractère passionnant de nos métiers. Et donc, en fait, ce grand écart entre l'immédiat, les réponses immédiates et les réponses de temps long, voilà, les solutions de mobilité d'aujourd'hui sont pas celles d'il y a 10 ans, donc il faut quand même être très à l'écoute de ce qui se passe. Enfin, le branchement sur l'écosystème là aussi est extrêmement important. Qui pouvait dire, qui pouvait annoncer l'accélération sur le vélo, par exemple, liée à la Covid. Enfin, tout le monde disait que c'était une solution de transport pour nos villes. Elle a vraiment été accélérée par la Covid. En tout cas, sur Lyon, on l'a vu. C'est vraiment spectaculaire. Donc voilà. Comment on adapte nos projets qui mettent 5 ans à se bâtir, voire plus, à des mouvements aussi rapides et pour des durées aussi longues, c'est quand même c'est une des questions en tout cas à laquelle on est confronté, qu'on réussit jamais complètement à résoudre, mais en tout cas, comme toujours, quand on fait la prospective, l'idée c'est pas de trouver le bon scénario, c'est de les explorer et puis de voir avec les éléments qu'on a à un instant T quelle est la solution qui nous paraît la plus pertinente à implémenter avec les contraintes économiques et techniques qu'on a à l'instant. Alors moi, je vais reprendre ma casquette Psychléa, bien sûr. C'est le moment pour moi de la reprendre. Et j'ai un vrai questionnement, puisqu'on parle de temps long, effectivement. Vous fabriquez aujourd'hui les villes dans 5 ans, 25 ans, 40 ans. Et souvent, puisque je suis de l'autre côté de la barrière à répondre aux consultations, je suis souvent étonnée qu'il n'y ait pas dans les cahiers des charges cette vision justement à 40 ou 50 ans sur la gestion des matériaux, par exemple. Je m'explique. On va voir effectivement le réemploi qui monte fortement partout sur les cahiers des charges, avec des petits soucis qui est liés à la temporalité. À savoir, on exige aujourd'hui de savoir combien de pourcentage de réemploi on va mettre dans un bâtiment qui sera construit dans 2 ans. Bien malin celui qui sait répondre, ça c'est un premier point. Mais surtout, ce sur quoi Psychléa s'est attaché en particulier, c'est la capacité à créer des bâtiments qui ne deviendront pas des déchets dans le futur. C'est-à-dire, je construis aujourd'hui un bâtiment qui répondra à la problématique du défi climatique, qui sont donc ces défis, la pollution, les déchets et la pénurie des matériaux. Et je n'ai pas encore vu de façon claire et comme une direction à suivre dans les cahiers des charges à ce jour,
des réponses aux problématiques que je viens d'indiquer et qui sont finalement des réponses au sujet de cette table ronde qui est résilient, durable et en même temps enviable et désirable par l'ensemble des futurs propriétaires locataires de ces appartements et occupants de ces bureaux. Fabrice ? La question n'est pas facile. C'est fait exprès, là. En fait, il me semble qu'elle renvoie à un double paradoxe. Le premier des paradoxes, on l'a évoqué, c'est la question de la conjugaison des temps. Oui. C'est-à-dire que ce que l'on voit en fait dans la réalisation actuelle du rôle des aménageurs trouve ses germes dans les cahiers des charges d'il y a quelques années. Exactement. Donc le temps en fait que les aménageurs se transforment, réintègrent, digèrent les différentes voies prospectives qu'ils ont pu explorer depuis quelques années et qu'ils les traduisent dans les cahiers des charges, on est au moment en fait de cette rotule. Donc on verra les premiers éléments se réaliser dans les années qui viennent, à partir d'aujourd'hui et dans les années qui viennent. Ça, c'est un premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est celui qui renvoie à la question des matériaux. Il faut qu'on arrive à construire aujourd'hui et demain avec les normes d'aujourd'hui et demain sur des matériaux, mais en utilisant aussi pour partie les matériaux qui répondaient aux normes d'hier. Exactement. Et si on garde à la fois le sens de la responsabilité, mais qu'on y met en plus celui de l'humilité, nos prédécesseurs avaient certes peut-être moins la préoccupation du développement durable, mais ont essayé de faire des villes que je pourrais dire aimables et de pouvoir appuyer des réflexions et d'utiliser des matériaux qui leur semblaient à l'époque répondre à de nouveaux cahiers des charges et en tout cas de nouvelles orientations d'innovation. Et puis on voit que a posteriori, quelques années plus tard, le plastique, le caoutchouc, le PVC, un certain nombre de matériaux qui ont été utilisés dans les peintures et autres, que tout ça pose des questions sur l'environnement. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention, à la fois qu'on fasse du réemploi, bien évidemment, en pesant vraiment tous les enjeux et toute cette humilité de savoir quels sont les bons matériaux à réutiliser et pour quelle vocation, et qu'on fasse attention aussi dans nos propres cahiers des charges et dans nos propres réglementations, de ne pas venir tout simplement mettre des normes qui font qu'on ne pourra pas les utiliser. Je vais juste prendre un exemple sur le verre. J'avais un échange il y a quelques semaines avec la société Saint-Gobain. Ils sont en capacité de faire des verres pour améliorer en fait la qualité énergétique d'un logement, mais simplement en utilisant ces nouveaux matériaux. D'abord, ils ont une question et une difficulté du recyclage parce que c'est intégré dans l'épaisseur même du verre et donc on est sur du micron et c'est compliqué à recycler demain. Et il nous interpellait en disant oui, on arrive à tempérer la température à l'intérieur du logement, mais ça veut dire qu'on envoie du rayonnement à l'extérieur du logement, donc vers la ville. Donc nous, ça nous pose des questions en tant qu'aménageur de savoir, oui, mais ces îlots de chaleur que l'on génère avec notre propre construction, si on veut répondre aux normes de l'habitat sur la régulation de la température, il faut qu'on regarde bien les innovations qu'on va mettre en place et les matériaux qu'on va réutiliser. Donc oui, sur le réemploi, bien évidemment. À la Samoa, on a créé des magasins de réemploi, on a de matériaux sur la déconstruction pour qu'ils puissent être réutilisés sur des espaces publics ou sur des opérations immobilières. On travaille sur la renaturation des sols également, l'enjeu du circuit court et du développement durable. Mais il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse les mêmes erreurs que nos prédécesseurs qui eux-mêmes pensaient apporter les bonnes réponses. Et surtout ce que ça deviendra demain, tous ces produits du réemploi. Et Vincent, pour conclure ? Oui, moi j'ai pas grand-chose à ajouter si ce n'est de répondre à votre interpellation sur, on nous demande un pourcentage de réemploi sur un projet qui sortira au mieux dans 2-3 ans. Le sujet, c'est que si on impose, si on ne met rien, on est sûr qu'il y aura rien. Donc, en tout cas, que ça sera plus compliqué qu'il y ait quelque chose. Donc, je suis d'accord avec vous que c'est pas hyper satisfaisant par nature, mais en tout cas, je pense que c'est le bon chemin. J'ajouterais par rapport à ces sujets-là que j'ai déjà dit, mais la question des matériaux et du coût de construction, finalement, elle est pas détachable d'autres sujets que sont la programmation de nos logements, donc les péréquations entre produits, logements sociaux, logements aidés, locatifs, investisseurs, libres, et que suivant le curseur, suivant le niveau auquel le curseur est mis, on a des marges de manœuvre plus ou moins grandes sur les frais de construction. On
on le constate partout, et que par conséquent, voilà, on est là encore dans une équation un peu complexe entre un arbitrage entre, si je caricature, entre la fin de mois et ce qu'on a besoin de. Et notre capacité à sortir des projets aujourd'hui dans le contexte économique du jour et technique, et le sujet de la fin du monde. C'est le même sujet que les discussions qu'on avait avec, qui avaient lieu sur les ronds-points à un moment. Voilà, à l'échelle des bâtiments, si je caricature, on a un peu les mêmes sujets, les bâtiments ou d'aménagement en général. Voilà, donc on intervient dans un monde contraint pour des durées longues, et donc des problématiques que vous cherchez à éclairer par ce que vous proposez, mais qui sont loin d'être évidentes à l'instant T. Vous avez raison de le souligner. Donc on essaie de progresser ensemble. Je voulais vous remercier tous les deux pour votre participation à cette table ronde, je répète, qui a été organisée par la French PropTech, et je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci. Merci à vous.